La globalisation, en fait, comment elle est vécue? Est-ce qu'elle ouvre des opportunités pour les entreprises et les salariés des économies émergentes et des pays en voie de développement? La globalisation, pour nous, elle se traduit en transfert de technologie. Notamment, on a des équipements mieux élaborés, des outils performants, plus sécurisés et à moindre coût des fois pour un meilleur rendement. Donc, c'est des avantages notoires et manifestes pour les économies en voie de développement et les économies émergentes. Cependant, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'éviter que l'Afrique ne soit le réceptacle d'activités ou de produits dangereux. Nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où les déchets toxiques ont été amenés en Côte d'Ivoire sans que personne ne sache de quoi il s'agissait et qui ont fait des ravages. Plus de 150 personnes sont décédées de ce point de vue parce que du jour au lendemain, des conteneurs sont venus au port d'Abidjan avec des déchets toxiques sans que les gens sachent ce qui s'est passé. Donc il faut éviter que la globalisation ne se transforme en Afrique comme des poubelles ou des réceptacles d'activités et des produits très dangereux. Il y a aussi la réglementation inadaptée ou désuète aussi. Les entreprises, en tout cas, des multinationales, peuvent utiliser la réglementation faible pour pouvoir faire des activités qu'ils ne pourraient pas faire dans leur pays. Et de ce point de vue, ça peut être un danger pour l'ensemble des pays de la sous-région. Ce qui est important dans la globalisation, c'est que si la globalisation se traduit en transfert de bonnes pratiques de prévention dans nos pays et en matériel plus adapté et permet à ces pays de pouvoir faire le saut qualitatif, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et ceci donc, se traduit par les bonnes pratiques, on les rencontre souvent, quoi qu'on puisse dire des multinationales. Les multinationales, en tout cas, pour les enquêtes qu'on a eu à faire sur le terrain, généralement transfèrent les règles de bonnes pratiques qu'ils ont chez eux, généralement dans leurs filiales africaines. Et ça se traduit par une évolution quand même considérable. Ce qu'il faut éviter, c'est que les règles de santé et sécurité au travail, dans certaines entreprises, ne sont pas souvent prises en compte dans les transferts. Et c'est un élément important du point de vue de la faiblesse législative de nos pays en matière de santé et sécurité au travail. Il est important aussi que les multinationales intègrent ces préoccupations et que les pays aussi qui sont en collaboration dans le domaine de la prévention avec les pays africains puissent intégrer les règles de santé et sécurité au travail dans les comptes des projets qu'ils ont à mener. Les pays d'accueil, pour éviter que les pays d'accueil ne reçoivent tous les revers du transfert. Il vous arrive souvent d'avoir des machines de seconde main. L'Afrique est aujourd'hui devenue le réceptacle des machines de seconde main, ou même des fois de troisième main, et ça constitue un danger extrêmement important dans le cadre de la prévention. Vous prenez dans un chantier de construction, vous allez là-bas, toutes les machines que vous voyez, c'est des machines de seconde, voire troisième main, et donc parler de prévention dans ce chantier constitue une difficulté, parce que l'outil principal qui doit servir ça n'est pas agréé par un organisme certifié, a été utilisé, sa durée de vie est finie depuis plusieurs années, mais il continue à être recyclé, et donc ça constitue un danger extrêmement important pour les travailleurs qui travaillent sur ces chantiers-là. Et de plus en plus, on voit arriver des machines comme ça qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans de durée de vie, et qui viennent en plus avoir une nouvelle jeunesse en Afrique. Et pour nous, en tout cas, nous sommes souvent élevés pour attirer l'attention au niveau africain, pour dire qu'il faut faire attention sur la réglementation. Nous avons réussi il y a quelques années, dans 4 pays, à faire passer des législations pour que les voitures qui doivent aller sur les chantiers datant de plus de 10 ans ne soient plus autorisées à être accédées dans les ports de ce point de vue. Et nous voulons pousser cette réflexion dans le domaine de certaines machines-outils, dans le domaine de la construction, pour que les machines ayant un certain âge ne puissent plus rentrer dans nos pays. Quels sont les impacts sur la concurrence légale et quels sont les progrès faits en matière de santé sécuritaire? Je disais tout de suite que les multinationales, du fait de leur pouvoir et de leur potentiel, sont favorisées davantage à la soumission des marchés. C'est-à-dire que les PME n'auront aucune chance de survie et de ce point de vue, ça constitue, aujourd'hui vous avez de plus en plus en Afrique dans le domaine de la construction, on n'arrive pas à intégrer les grosses entreprises des petites. Pourquoi? Parce que vous avez soit des marchés dans lesquels la discrimination est faite dès l'origine et qu'il n'y a pas ce transfert et cette complexité avec ce réseau de sous-traitance entre les grosses et les petites pour créer un réseau dans la construction plus important pour l'avenir. Ce que les gens font de plus en plus, c'est que les grosses entreprises sont en train de faire ce que j'appelle de l'informalisation. Ils sous-traitent avec des tâcherons et non plus avec des entreprises structurées. Et ça tue tout un réseau
qui devait aspirer vers le haut, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On tombe vers un réseau inverse où tout le monde va vers le bas, parce que les grosses entreprises ne font pas la dynamique nécessaire avec les moyennes entreprises pour créer un tissu important qui pourra pouvoir tirer le secteur de la construction globalement vers le haut. C'est un gros problème et, et la problématique des retraites dont on parlait hier, vous avez de plus en plus des bons ouvriers qui sont à la retraite, mais au lieu qu'on les utilise pour former des jeunes dans des instituts de formation ou pour accompagner, mais ils sont utilisés comme tâcherons ou sous-traitants par leur entreprise mère. Et donc, de ce point de vue, il n'y a aucune connexion entre les personnes âgées avec les jeunes, alors que dans nos pays, c'est 60% de la population à moins de 18 ans. Donc, c'est la problématique de la jeunesse, tel que le disait hier le monsieur de l'INRS, est quelque chose d'important. Et de ce point de vue, en matière, le tâcheronat, aujourd'hui, est en train de tuer, en tout cas, l'industrie de la construction, parce que pour éviter de prendre une protection sociale formelle, de plus en plus, les grosses entreprises vont dans ce sens-là. Nous avons souvent des problèmes très importants avec les entreprises à ce niveau. Une réglementation locale bien élaborée aussi seraient assujettis les équipements, les matériaux, les techniques, les outils importés, accompagnés de la réglementation d'origine et devraient répondre aux standards des pays émergents en matière de santé et de sécurité au travail. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a un très grand retard entre la réglementation et avec la pratique des choses. Donc, quand vous êtes en train de vouloir régler un problème, le problème est déjà dépassé et qu'il y a d'autres types de problèmes qui se posent. Et donc, étant en retard du point de vue réglementaire, vous avez de plus en plus les entreprises qui sont en avance et que les outils qu'ils utilisent, il n'y a pas de législation ou la législation n'existe pas encore. Donc, le but, c'est de voir comment la législation des pays d'origine pouvait être mieux prise en charge, en tout cas, toutes ces questions de transfert technologique. Excusez-moi. Comment donc préserver les règles nationales du travail face à la globalisation? Ça, c'est un gros problème. L'adaptation à la réglementation du pays d'accueil pose souvent des problèmes. Vous savez, quand on est en train de... quand je regarde un peu cette question de réglementation sur certains équipements qui ne sont même pas connus de nos pays, qui arrivent pour la première fois, il est difficile de parler de réglementation pour ce type d'équipement parce que cet équipement n'existait pas dans le pays. Et donc, nous sommes en train de pousser les États à avoir des structures de supervision telles que le Conseil supérieur de la prévention qui serait formalisé de façon à ce que ces questions qui ne sont pas résolues, au moins spécifiquement que les gens puissent le voir et faire des propositions dans le sens de pouvoir agir en matière de prévention sur ces aspects-là. Le but étant de maîtriser le système et faire en sorte qu'on puisse mieux apprécier en tout cas l'évolution des risques en matière de prévention.